Salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promise depuis un moment sur Twitter, la voici, la vidéo consacrée au Utah Jazz. Il faut absolument qu'on parle de cette équipe d'Utah parce que Utah, eh bien, c'est actuellement, alors qu'on a joué à peu près une vingtaine de matchs en NBA, eh bien, Utah, c'est actuellement la meilleure équipe NBA, 16 victoires, 5 défaites, on a gagné 12 des 13 derniers matchs. Utah, c'est la mélodie du bonheur, ça cartonne, ça tourne à plein régime, une équipe qui est la 5e meilleure attaque de la NBA et la 6e meilleure défense, donc une équipe très homogène, une équipe vraiment avec des belles qualités de polyvalence, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette saison, quelque part, l'équipe qu'on aurait dû voir la saison dernière, parce que souvenez-vous, si vous êtes un fidèle de la chaîne, alors déjà, je vous en remercie infiniment. Si vous venez d'arriver dernièrement, eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Mais en août 2019, donc oulala, c'était il y a longtemps, c'était le monde d'avant ça. C'était le monde où on pouvait encore sortir dehors. Mais en août 2019, après les arrivées de Mike Conley, de Ed Davis, de Bogdanovic, on avait fait une vidéo analyse intersaison sur cette équipe d'Utah. Et je vous disais que cette équipe du Jazz avait les capacités pour être top 5 attaque et top 5 défense. Et dès lors que vous avez un assemblage d'une top attaque et d'une top défense, eh bien vous devenez de facto l'une des meilleures équipes de la NBA. D'autant que, souvenez-vous, Utah avait terminé la saison 2018-2019 dans la partie après le All-Star Game avec le deuxième meilleur rendement de la NBA, juste derrière Houston. Donc cette équipe d'Utah était sur une super dynamique. On avait vu après en playoff face aux Rockets, notamment avec Ricky Rubio, qu'on avait des failles sur la défense des extérieurs, qu'on manquait un petit peu de capacité à étirer l'attaque. Donc on avait fait venir Mike Conley, on avait fait venir Bogdanovic, et on avait quelque part les recrues qui pouvaient compenser les petites faiblesses de cette équipe d'Utah. Et puis ça s'est pas tout à fait passé comme les fans du Jazz pouvaient l'espérer. On a fait une saison somme toute correcte, mais dans la continuité de la saison passée, on n'a pas eu de bond en avant, on n'a pas eu le cap. Après, dans la bulle, on se retrouve en playoff sans Bogdanovic, on mène 3-1, on est quand même éliminé par les Nuggets. Bon, un parcours en playoff un peu contrasté, mais il y avait un contexte. Mais effectivement, la saison passée a été un petit peu plus compliquée, notamment parce que 2 des 3 recrues, Mike Conley et Ed Davis, ne sous-estimaient pas l'importance qu'avait Ed Davis dans le recrutement d'Utah la saison passée, parce qu'il devait faire oublier Derek Favors. Il devait être l'intérieur qui tenait un petit peu la boutique pendant que Rudy Gobert allait souffler. Il fallait qu'il puisse poser des bons écrans, qu'il puisse prendre des rebonds, qu'il puisse ouvrir et finir fort en dessous. Donc Ed Davis n'était pas un joueur marginal dans le dispositif, Utah comptait sur lui, et finalement la saison passée, ni Mike Conley qui finit c'est ici avec un box plus minus autour de 0, donc un rendement d'un joueur moyen, d'un joueur lambda dans la NBA, et Ed Davis avait carrément un net rating négatif, donc un box plus minus négatif, donc les deux avaient été assez peu impactants, et dans le sillage de cet impact limité, Utah avait fait une saison un petit peu compliquée. Eh bien, tout ça est complètement rebattu sur cette saison, parce que effectivement Utah a trouvé une formule qui marche, a trouvé une formule qui porte bien l'équipe, et je vous propose via cette vidéo qu'on étudie un petit peu les clés et les raisons de ce début de saison à succès pour cette équipe d'Utah. Alors, première explication du très bon début de saison de Utah, c'est une attaque en trombe, c'est une attaque qui surperforme, et du côté d'Utah, effectivement, on tourne vraiment à plein régime, puisque on a notamment une adresse à 3 points et une construction de l'attaque autour du 3 points qui est très intéressante, parce que regardez, c'est là, Utah, cette saison, c'est tout simplement l'équipe qui tente le plus de tirs à 3 points de toute la NBA. Pratiquement un tir sur 2 est tenté à 3 points. Alors l'équipe d'Utah a toujours été historiquement sur les dernières saisons une équipe qui tentait beaucoup de tirs à 3 points. On va vraiment au bout de cette logique cette saison en tentant pratiquement 1 sur 2.
Mais ça va complètement dans une tendance que je vous explique depuis 3-4 ans, où je n'ai de cesse de vous dire que arrivé en 2021-2022, donc on y est maintenant, mais d'ici 2-3 saisons, toutes les équipes NBA tenteront la moitié de leurs tirs derrière la ligne à 3 points. Parce que si les règles n'évoluent pas, c'est purement mécanique, c'est purement statistique, c'est des tirs plus rémunérateurs. Donc on va chercher l'efficacité, on va tirer plus à 3 points. Utah est complètement dans cette logique. Et on a à la fois la quantité, le volume, et à la fois la qualité, puisqu'on a la 3e meilleure adresse de la ligue à 3 points cette saison. On est à un petit peu plus de 39%. Un petit peu plus de 39% derrière la ligne à 3 points, ben vous n'êtes pas loin des 60% en tir réel. Donc vous êtes sur un rendement d'attaque effectivement incroyablement prolifique. Et derrière cette adresse à 3 points, eh bien, on a une attaque d'Utah qui est catalysée, avec une attaque qui est très 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 étirée, qui permet donc d'avoir des énormes intervalles. Et c'est parce qu'on a des énormes intervalles que les défenses en face ont du mal à aller gêner tout le monde. Et on retrouve un dispositif d'Utah avec 4 extérieurs, 1 intérieur, quelque chose qui est devenu maintenant très très classique en NBA, avec les deux extérieurs, avec le two guard front, avec les 2 arrières qui sont très 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 loin. Donc on va vraiment étirer à mort. C'est très rare de voir Conley et Donovan Mitchell sur les débuts d'attaque placée toucher la ligne à 3 points. Ils sont généralement beaucoup plus hauts. Et ça permet comme ça de laisser à Gobert énormément de latitude pour exister comme ça au milieu du dispositif, pour être celui qui va poser les écrans sur les joueurs porteurs de balles, ou dans une deuxième intention, poser les écrans sur les non-porteurs. Et c'est aussi ça qui est intéressant avec cette équipe d'Utah, c'est qu'on est dans une forme d'attaque étirée où il y a un petit peu de mouvement sans ballon. Il y a, on va dire, 2 écoles. Il y a les attaques étirées Houston Rockets ou Milwaukee Bucks, je pense aux Rockets de la saison passée, où il y a un joueur ballon en main qui fixe, les 4 autres statiques à 3 points, et puis on essaye de jouer le 1 contre 1. S'il y a une aide, on décale sur les tireurs. Ça, c'est la version 4 extérieurs ou 5 out statique. Et puis il y a l'approche d'Utah, qui est aussi l'approche de Dallas par exemple, où on va avoir du mouvement à la périphérie, avec des joueurs qui bénéficient d'écran, par exemple de Rudy Gobert, ou des joueurs qui croisent, des joueurs des extérieurs qui montent aussi poser les écrans pour créer du danger, ouvrir. On est dans une autre approche côté d'Utah. Ça apporte un petit peu plus de variété en attaque, et forcément c'est encore plus compliqué à défendre. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on arrive à tirer de cette attaque très très étirée? On arrive à obtenir des tirs à 3 points en pull-up, avec Ingles, Conley, Clarkson, Bogdanovic, qui ont des pourcentages à 3 points complètement fous, puisqu'on tutoie les 50% pour Bogdanovic, on est à 45% pour Ingles, 40% pour Conley. Donc ça veut dire qu'il y a un écran de Gobert, je sors de l'écran en dribble, derrière il y a tellement d'amplitude, l'écran est tellement bien posé, que si la défense passe en dessous ou est un petit peu attrapée dans l'écran, comme un moustique attrapé sur le pare-brise de votre voiture sur l'autoroute des vacances, et bien derrière vous avez un intervalle, et puis il y a une petite élévation à faire, et c'est que de la ficelle. Et ça, c'est la première exploitation du tir à 3 points de cette équipe d'Utah. C'est vraiment du 3 points en première intention, où c'est le porteur de balle qui, parce qu'il bénéficie d'un bon écran de Gobert ou de Favors, ou parce qu'il bénéficie d'un bon hand-off, on va bien récupérer le ballon en sortie d'écran, eh bien on a un intervalle et on tente notre propre tir, et on a des joueurs qui sont tellement en efficacité, qui sont tellement en capacité de se créer leur propre tir sur cet intervalle et de sanctionner à efficacité, que évidemment eh bien, ça catalyse cette attaque d'Utah. Deuxième possibilité, eh bien, c'est on existe sur le catch and shoot. Et là, vous avez Donovan Mitchell à 50%, O'Neal à 47%, Ingles à 45%, Conley à 41%, Clarkson à 39%, Bogdanovic à 38%. Donc, sur les renversements
il y a un joueur qui fixe balle en main, et puis je renverse sur le joueur qui est laissé tout seul à 3 points, et bien c'est pareil, c'est l'insolence absolue. On a des joueurs qui ont des rendements complètement fous sur le catch and shoot à 3 points, et forcément c'est très rémunérateur. Et toute la complexité, c'est que vous devez défendre et le pull-up, donc c'est que vous devez être vigilant sur le joueur, sur le pick and roll qui sort de l'écran, et puis si vous êtes trop focalisé sur le porteur de balle, que vous venez trop flotter à l'opposé, il y a une passe de transfert et vous retrouvez avec un Royce O'Neal ou un Bogdanovic ou un Donovan Mitchell qui vous en mettent 1 sur 2 dès lors qu'ils sont en réception tir. Et puis il y a un troisième axe qui permet à Utah d'aller chercher des 3 points à très haut pourcentage, c'est en transition, c'est en jeu rapide. Ça, c'est la NBA moderne, ça, c'est la NBA 2.0, parce qu'il y a encore 10 ans en arrière, c'était très rare d'avoir des joueurs qui, sur une séquence de jeu rapide, qui, sur une séquence de contre-attaque, allaient tenter un tir à 3 points. L'objectif de la contre-attaque, c'était d'aller passer un dunk, c'est d'aller passer un lay-up, d'exploiter le surnombre pour aller finir fort près du cercle. On est en 2021. On est en 2021 et maintenant, et bien sûr de la transition, vous avez un porteur de balle qui fixe, et puis les autres, ils ne se dirigent pas vers le cercle, ils se dirigent vers la ligne à 3 points pour étirer l'attaque, et puis surtout pour éventuellement se retrouver tout seul et sanctionner. Et ça, c'est encore quelque chose que Utah fait très bien. Regardez, 4e attaque de transition la plus efficace de la NBA, et vous avez notamment des Conley, des O'Neal, des Ingles et des Jordan Clarkson qui se présentent en contre-attaque à 3 points, et coucou les gars, je suis là, réception tir, et puis ficelle, et derrière ça catalyse encore le rendement offensif de l'équipe. Et puis vous avez comme ça au final une attaque qui est vraiment très complète, avec de l'excellence sur le pick and roll, parce qu'on est super adroit sur les pull-up, parce qu'on a de l'excellence sur les spot-up, parce qu'on est super adroit sur les catch and shoot, et puis si la défense sort trop, je fais ma petite feinte et je vais trouver le lay-up derrière, parce qu'on est super fort en transition, on vient de le voir, et puis parce que derrière, eh bien, on peut aussi resservir le poseur de l'écran. Merci Rudy, de temps en temps on te rend quand même la balle, et vous avez comme ça des séquences où si la défense est trop étirée et décharge un peu trop la raquette, eh bien vous avez un Rudy Gobert qui ouvre, et les gars, coucou, je suis tout seul en dessous, qui récupère la passe, et puis il a qu'à lever les bras, il n'a pas besoin de sauter, et il dunk direct, et vous avez comme ça effectivement une attaque qui est très complète, et qui est d'autant plus complète qu'elle est compliquée à défendre, parce que si vous sortez trop sur les extérieurs, vous laissez Gobert tout seul, et puis si vous êtes trop dans le verrouillage de la raquette, vous laissez les extérieurs tout seul, et vous vous faites allumer avec des pourcentages insolents derrière la ligne à 3 points, et vous ajoutez à ça un tout petit peu de capacité d'aller chercher des séquences en sortie d'écran. C'est le fameux jeu sans ballon, c'est les fameux 3 points qu'on va chercher sans ballon, et puis voilà, vous avez du danger de partout. Utah ne fait quasiment jamais d'isolation. Alors le pick and roll, ne l'oubliez pas, le pick and roll porteur de balle, c'est une isolation qui dit pas son nom, parce que certes le joueur il bénéficie d'un écran, mais en fait il y a sur du pick and roll porteur de balle, en première intention, il n'y a pas de passe, le joueur garde son dribble, sort de l'écran et fait un lay-up ou fait un petit tir. Mais Utah, de l'isolation classique, ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils préfèrent utiliser Gobert, le facilitateur, pour leur trouver des solutions, avec un Gobert qui peut agir des deux côtés, à savoir écran porteur de balle et écran sur un non-porteur qui jaillit, et derrière j'ouvre au cercle. Ça veut dire qu'il y a 3 dangers. Je dois et surveiller le porteur de balle qui peut créer quelque chose, et surveiller un Bogdanovic qui sort d'un écran de Gobert, et surveiller Gobert qui ouvre au cercle. Et là, vous comprenez que ça peut être un véritable casse-tête défensif. Et à contrario, pourquoi Utah s'en sort très bien. Et puis, une équipe d'Utah, finalement, qui n'a même pas besoin d'être très à droite sur les tirs tentés dans la raquette, parce qu'on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. On a le 22e pourcentage pour les tirs tentés tout près du cercle. C'est vrai qu'on n'a pas de très gros finisseurs en dessous. Quand Gobert ouvre et qui va vous passer un gros dunk, oui,
il finit avec des très très hauts pourcentages, mais ça représente 2-3 possessions par match, ça représente pas plus. Sorti de ça, on n'a pas de gros finisseurs en dessous. Donovan Mitchell n'a par exemple pas des énormes pourcentages dès lors qu'il faut finir fort près du cercle. Mais quelque part, Utah n'en a pas besoin ou arrive à masquer quelque part cette petite faiblesse parce qu'on a le tir extérieur qui est tellement efficace, qui est tellement prépondérant qu'on peut abandonner un petit peu de réussite en dessous. Mais ça, c'est un sujet. S'il y a un truc qui peut être un sujet dans l'attaque d'Utah, c'est bien ça. C'est peut-être la capacité dans un soir où l'adresse à 3 points va peut-être être un petit peu en deçà. Ça arrive, il y a des soirs sans. C'est les aléas de l'adresse. Il manquera peut-être de qualité pour aller quand même maintenir une attaque à flot parce qu'on n'arrive pas à aller chercher des points à très haut pourcentage en dessous. Mais toujours est-il que si on est dans un soir sans en adresse, on pourra toujours compter sur le rebond offensif parce que Utah est la deuxième meilleure équipe de la NBA au rebond offensif, ce qui nous permet d'avoir des munitions derrière, d'avoir des tirs en deuxième intention, et on peut compenser comme ça quelque part une attaque un petit peu moins efficace, une adresse un petit peu moins prolifique, avec des rebonds offensifs, avec des deuxièmes intentions. 30% c'est beaucoup, hein. Ça veut dire que quand on manque 10 tirs, on en reprend 3 en rebond offensif, on a 3 deuxièmes chances derrière, donc ça veut dire que sur 10 tirs tentés, en fait on en a eu potentiellement 13, puisqu'on aura 3 tirs en plus, potentiellement, en plus des 10 qu'on a manqué. Donc ça fait 13 pour 10. Ça fait 10 achetés, 3 offerts. C'est pas mal. C'est un bon ratio. Derrière cette attaque qui tourne très très bien, eh bien il y a un duo. Il y a un duo qui catalyse tout ça. Alors vous allez me dire, bah ouais, c'est le duo d'Utah, hein, c'est Donovan Mitchell, Rudy Gobert. C'est le duo de All-Star. Eh ben non, c'est pas ça. Le duo pour l'instant, dans ce début de saison qui catalyse Utah, c'est Mike Conley, Rudy Gobert, parce que regardez, quand Mike Conley est sur le terrain, on a un net rating à plus 16 du côté d'Utah, alors qu'il est en moyenne pour l'équipe de plus 7. Vous voyez un petit peu à quel point, quand Conley est sur le terrain, à quel point Utah performe en attaque et performe en défense. Et puis derrière, on retrouve Rudy Gobert qui lui aussi, quand il est sur le terrain, il y a un net rating de plus 13. En comparaison de Donovan Mitchell, on est à plus 8. Donc on est dans la moyenne de l'équipe. Et puis quand vous allez regarder dans les stats avancées sur le site Basketball Référence, eh bien vous voyez que Mike Conley et Rudy Gobert, en effet, ce sont les deux joueurs avec le meilleur win share. Alors le win share c'est quoi? Alors il y a aussi un petit peu d'Eric Favors, mais en gros parmi les joueurs titulaires, parmi les joueurs qui jouent le plus, on a Conley et Rudy Gobert. Le win share c'est quoi? Alors c'est une stat avancée qui, en gros, pour faire simple, vous dit ok à quel point les joueurs ont fait gagner leur équipe. Pour schématiser, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pour schématiser, voilà comment il faut lire cette stat. En comparaison, Donovan Mitchell, on est à 12. Vous voyez qu'on est à 12 et Gobert et Conley, on est à 21. Alors vous allez me dire, mais attends. Du coup, Blight, ça veut dire qu'en fait, Donovan Mitchell, il n'est pas aussi fort qu'on dit. Ça veut dire qu'il y a un effet trompe-l'œil. Que Donovan Mitchell, il met les points, il fait des actions spectaculaires, mais pas aussi impactant que ça. Eh bien, non. Eh bien, non. C'est là où, effectivement, il faut rester en alerte et où il faut voir les matchs et où il ne faut pas se contenter des stats avancées. N'oubliez jamais que les stats avancées, ça permet de confirmer ou de infirmer ce que vous voyez à l'œil nu quand vous regardez les matchs. N'oubliez aussi jamais que personne n'est égaux devant un match NBA, devant un match de basket. Personne n'est égaux dans la lecture d'un match parce qu'on n'a pas tous les mêmes grilles de lecture. Si vous n'y connaissez pas grand-chose au basket, vous regardez un match, vous allez voir les points marqués, vous allez voir les dunks.
Vous y connaissez un petit peu plus, vous allez commencer à voir les joueurs qui se démarquent sans ballon, vous allez commencer à voir les bonnes passes, vous allez commencer à voir la défense. Après, vous connaissez encore un petit peu plus, vous allez voir les ajustements des coachs. Pourquoi on a mis tel joueur parce qu'en face il y avait tel joueur. Pourquoi on a fait plus de pick and roll en impliquant tel défenseur parce qu'il y avait un tel défenseur parce qu'en face on était défendu par un tel, etc. Donc personne n'est égaux devant les matchs. C'est pour ça que ça me fait toujours un peu rire quand on me dit ouais, regarde les matchs. Mais regarde les matchs, ça veut dire quoi? Avec quelle grille de lecture? Qu'est-ce qu'on y regarde? Les stats avancées, ça permet à tout le monde d'avoir la même grille, d'avoir un tronc commun. Encore faut-il pouvoir les décoder avec le plus d'objectivité et de lucidité possible. C'est ce que j'essaye modestement de vous proposer. Mais pour le cas de Donovan Mitchell, sur cette saison, c'est un trompe-l'œil. Et si vous regardez les stats avancées, vous vous rendez compte qu'effectivement, il n'a pas des stats aussi dingues que ça, et vous dites, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne serait pas sur un pétard mouillé? Parce qu'effectivement, le duo Mike Conley, Rudy Gobert, il cartonne. Il cartonne, et quand on a ces deux-là ensemble sur le terrain, vous voyez qu'on a un net rating à plus 16. Mais pourquoi je vous dis, attention, c'est un trompe-l'œil? Parce que cette saison, Mike Conley et Rudy Gobert, d'ailleurs c'était juste avant, je voulais vous le montrer, vous voyez ils ont joué 544 minutes ensemble sur 21 matchs. Ça fait à peu près 26 minutes par match. Les deux jouent en moyenne 29 à 30 minutes par match. Donc ça veut dire que Gobert et Conley, ils passent quasiment tout leur temps de jeu sur le terrain ensemble, et quand vous allez regarder effectivement ces charts là, c'est sur le site Popcorn Machine, quand vous regardez les charts, et bien Mike Conley il est là, Rudy Gobert il est là, vous regardez qu'ils sont en miroir. C'est-à-dire que quand Mike Conley va sur le banc, Gobert va sur le banc. Quand il revient en jeu, Gobert revient en jeu. Ils retournent souffler ensemble, ils reviennent jouer ensemble. Ils sont en miroir, ils sont en symétrie, ils jouent toujours ensemble. Et quand Conley et Gobert ne jouent pas ensemble, eh bien c'est Donovan Mitchell qui reste sur le terrain. Et voyez que Mitchell va souffler pendant que Conley et Gobert reviennent. Donc on a d'un côté Conley-Gobert qui sont toujours ensemble, et de l'autre côté Donovan Mitchell qui vient en opposé. Dès lors qu'on est dans les rotations sorties du 5 de départ, eh bien on a Conley, Gobert et Mitchell qui sont en opposé. Donc on a un Donovan Mitchell qui a la charge de faire tourner l'équipe d'Utah, pendant que Conley et Gobert, qui sont quand même deux joueurs importants, un par sa défense, l'autre par ses qualités d'attaque, on a un Donovan Mitchell qui doit tenir la boutique, et qui forcément a un rendement qui peut être un petit peu dégradé parce qu'il doit faire avec le 5 mineur, il doit composer avec le supporting cast pendant que il y a une partie du 5 majeur qui vient souffler. Et quand vous regardez toutes les dernières feuilles de match, eh bien vous voyez que Conley et Gobert ils sont en opposé. Là c'était un blowout, donc ils n'ont pas joué dans le quatrième quart-temps, mais ils sont vraiment en miroir, et c'est vrai aussi ici, regardez. Ça, c'est le dernier match face aux Pistons. Regardez, ils ont vraiment les mêmes temps de jeu au même moment, à pratiquement la minute près. Donc, forcément, on a un duo Gobert-Conley. Quand ils sont ensemble sur le terrain, on a Utah qui a un 19 points par possession, 59% au tir réel. L'adversaire qui a 1,01, 51%. Donc, vous voyez le grand écart que ce duo-là permet de créer sur l'adversaire. Quand ils ne sont pas sur le terrain, eh bien, vous voyez que c'est la tendance inverse qui se déclenche. On a l'attaque d'Utah qui dégringole et la défense qui prend l'eau. Et puis à contrario, quand Donovan Mitchell est sur le terrain, on est à 1,17-1,09. Et quand il n'est pas sur le terrain, on est à 1,12, 1,04. Donc on a quand même un Mitchell qui est impactant. C'est pour ça que je vous dis c'est en trompe-l'œil, parce que il doit emmener avec lui le 5 mineur, il doit emmener avec lui le supporting cast pour maintenir Utah à flot, pendant qu'il y a Conley et Gobert qui soufflent un petit peu. La stat qui est intéressante, c'est que voilà, quand vous avez Gobert et Conley qui sont en train de souffler, et quand vous avez Mitchell qui est sur le terrain, donc il va être sur le terrain avec Jeremy Clarkson, avec Joe Ingles, avec Derek Favors par exemple, eh bien on a Utah qui a 1,17 points par possession, marqué pour 1,16 points par possession encaissé, et vous avez comme ça quelque part une équipe d'Utah qui est maintenue à flot.
Donc on a une équipe d'Utah via coach Snyder qui a trouvé une bonne formule, puisque on arrive à faire souffler ces deux joueurs-là qui ont un vrai impact cette saison. On arrive à les faire souffler sans trop dégrader le rendement d'Utah. Utah arrive à se maintenir à flot parce qu'il y a Donovan Mitchell qui est un peu le franchise player avec le supporting cast. Et puis vous voyez que quand c'est l'inverse, quand c'est Conley et Gobert qui reprennent la relève et que Mitchell va souffler, on retrouve un rendement absolument extraordinaire. Donc il y a vraiment un duo ici, il y a vraiment un duo qui porte cette équipe d'Utah, et un Donovan Mitchell qui est en opposé quelque part de ce duo une grande partie du temps, qui arrive lui aussi finalement à maintenir Utah à flot. Alors c'est beaucoup moins marqué, qui arrive à maintenir Utah à flot pendant qu'ils vont ces deux-là souffler, et on a trouvé comme ça un bon équilibre en fait. On a trouvé un moyen d'avoir de la continuité entre le 5 majeur, le 5 mineur, parce qu'on a un Donovan Mitchell qui arrive à être placé en opposé, mais forcément il est en opposé, donc vous voyez, quand il est sur le terrain, la défense d'Utah, il n'y a pas Gobert, donc on prend 1,16 points par possession, c'est énorme, donc ça rejaillit sur les stats avancées de Mitchell, ce qui peut donner l'impression que c'est un mauvais défenseur, en fait, quand il est sur le terrain, l'équipe défend mal, mais non, c'est un trompe-l'œil. Et puis l'attaque d'Utah, évidemment, propulsée par Rudy Gobert, le facilitateur, avec cette stat que vous connaissez, qui a été plein de fois reprise, notamment par les chaînes de télé américaines, le fameux screen assist, c'est-à-dire les écrans qui ont bénéficié à un coéquipier qui a pu mettre un panier derrière, soit sur du pick and roll, soit sur des joueurs sans ballon, en sortie d'écran, en réception tir. On a un Rudy Gobert qui permet de générer 16,1 points sur les écrans qu'il pose. C'est le plus haut rendement de la NBA. On est à 6,5 écrans décisifs par match. On est dans le même niveau quasiment que Sabonis du côté des Pacers. Et vous voyez que ces deux-là, eh bien, ils sont très très loin devant finalement les autres meilleurs joueurs de la NBA, les Adams, les Nurkic, les Anthony Towns, les Jarrett Allen. Donc il y a vraiment un joueur qui contribue à l'attaque sans pour autant à aucun moment tenter de tir ou provoquer des fautes, tenter des lancers francs. On contribue juste en posant des excellents écrans avec énormément d'amplitude qui bloquent bien les défenseurs pour permettre aux coéquipiers d'exister derrière. Et c'est là où il y a une belle complémentarité entre ces joueurs d'Utah. C'est Gobert qui pose les bons écrans et les joueurs derrière qui ont beaucoup travaillé les séquences en pull-up, en sortie d'écran, pour être en capacité d'être en auto-création. Et vous avez une formule qui marche, et vous avez une formule qui marche miraculeusement bien. Très bonne attaque, on l'a vu, mais aussi très bonne défense. Et le succès d'Utah est aussi à mettre cette saison au crédit d'une défense très 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 solide, puisque Utah c'est la deuxième meilleure défense de la NBA pour les tirs tentés tout près du cercle. Et quand on avait parlé des Bucks, quand on avait parlé des Lakers, je vous avais expliqué à quel point le fait d'être très très solide en défense sur les tirs tentés tout près du cercle, c'était très 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 important dans la NBA moderne. Et bien Utah, voilà, deuxième meilleure défense des tirs tentés tout près du cercle, et on est ici de 4, 6, sixième meilleure défense des tirs à 3 points. Et bien voilà, dans les deux compartiments les plus rémunérateurs du basket, vous avez Utah qui est extrêmement solide. Et pourquoi cette équipe d'Utah est extrêmement solide? Parce qu'on retrouve un Rudy Gobert en point d'ancrage. On retrouve un Rudy Gobert qui est là parfaitement en point d'ancrage, parce que quand vous avez Gobert qui est en protection de la raquette, qui est derrière vous, on se met dans la peau de Mike Conley, on se met dans la peau de Donovan Mitchell, on se met dans la peau de Joe Ingles, on se met dans la peau de Royce O'Neal, vous savez que vous avez Rudy Gobert derrière vous. Donc vous pouvez vous permettre de sortir très très haut, de défendre très très haut sur les extérieurs. Parce que vous savez que si vous êtes débordé, vous allez avoir une bonne aide, vous allez avoir une espèce d'ombre, une espèce de tour Eiffel comme ça qui va venir se dresser
en protection derrière et vous pouvez abandonner du drive parce que vous savez que ces drives ne vont pas se transformer en des lay-ups complètement ouverts. Donc, vous avez comme ça un scénario qui est gagnant-gagnant pour Utah parce que on peut défendre très très haut, donc très bien contester les tirs extérieurs, sans sacrifier la défense intérieure parce qu'on a Gobert qui tient la boutique. C'est par exemple tout l'inverse des Nets en ce moment. Les Nets en ce moment, ils défendent très très haut, ils sont agressifs sur les extérieurs, mais dès qu'ils sont battus sur le dribble, et Kyrie Irving et James Harden et Joe Harris, on sait que c'est pas des foudres de guerre en rapidité latérale, en mobilité latérale, donc ils se font très 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 facilement battre sur le dribble, sur le premier pas. Et puis derrière, il n'y a pas d'aide. Derrière l'aide, ça doit être Kevin Durant, mais Kevin Durant, il vient pas aider. En tout cas, il essaye de venir aider, mais il arrive à un âge où voilà, il va certainement pas se sacrifier en endurance, en énergie, en risque de prendre des fautes pour être en protection de la raquette, pour être en protection du cercle. Et vous avez comme ça des Nets qui se font complètement enfoncer. On l'a vu face aux Wizards. On l'a vu dans le match face aux Wizards. On en a parlé sur Twitter où Westbrook et compagnie s'en sont donnés à cœur joie parce que dès que vous êtes passé sur le premier dribble, vous pouvez aller déposer un lay-up non contesté. Et c'est tout l'inverse avec Utah. Vous êtes passé sur le premier dribble, et il y a Rudy Gobert qui vous tombe dessus, et là forcément tout de suite c'est plus compliqué. Et regardez Rudy Gobert quand il est sur le terrain cette saison, l'adversaire 52% au tir réel, on est à 63% sur les tirs tentés tout près du cercle, on est à 35% à 3 points, c'est l'effet domino. C'est pas Gobert qui va contester les tirs à 3 points, c'est les coéquipiers qui peuvent bien contester les tirs parce qu'il y a Gobert qui protège la raquette. Vous voyez l'effet domino, et puis dès que Gobert il est pas sur le terrain, l'adversaire il tourne à 57%, au lieu d'être à 63% sur les lay-ups, il est à 66%, et puis au lieu d'être à 35% sur les 3 points, il est à 38%, parce qu'à l'opposé, les joueurs doivent venir plus aider. On en avait parlé dans la vidéo, souvenez-vous, où on expliquait le début de saison compliqué des Raptors. Parce que les Raptors avaient perdu en protection de la raquette, Siakam devait venir plus aider, les joueurs des Raptors devaient venir plus aider, donc devaient plus lâcher les extérieurs qui récupéraient des tirs et qui sanctionnaient à 3 points. C'est exactement pareil avec Utah, quand Gobert est pas sur le terrain, et c'est la double peine. Vous prenez des lay-ups plus facilement, et comme vous devez plus aider, vous prenez aussi les 3 points plus facilement, regardez ce différentiel, 103 points pour 100 possessions encaissées quand j'ai Gobert, et 113 points pour 100 possessions encaissées quand j'ai pas Gobert, c'est un différentiel de 10 points. Ce différentiel, il est énorme, il est beaucoup plus important que la saison passée. Donc, on a retrouvé en 2021 des qualités de défense côté Utah. Par contre, on est toujours aussi dépendant, voire plus dépendant que les saisons passées, de la présence de Gobert pour maintenir une défense à flot. Ça peut être le deuxième bémol de ce dispositif Jazz, mais au global, on a une défense d'Utah qui est très 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 solide sur le pick and roll, très solide sur la contestation des tirs, très solide sur le poseur de l'écran qui ouvre vers le cercle, sur les cuts, sur les rebonds. Voilà, on a quelque chose de très 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 efficace. Il y a juste sur le repli défensif, mais parce qu'on a Gobert qui forcément est le joueur d'Utah le moins rapide sur le terrain, on se fait un petit peu ouvrir sur le jeu rapide en face parce qu'on a un Gobert qui n'est pas encore revenu en position. Donc les adversaires d'Utah ont intérêt à essayer de jouer le plus vite possible pour aller trouver des séquences où Gobert n'est pas revenu et n'a pas encore repris sa place d'encre défensive dans le dispositif. Mais à part ça, globalement, tout ça est très 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 solide, et on a une équipe d'Utah qui, sur la globalité de ses performances, a une défense très 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 solide, très bonne attaque, très bonne défense, et globalement un banc qui tient, parce que même si on a vu que l'équipe est quand même dépendante en attaque de la présence du duo Conley-Gobert, que ça tenait à peu près à flot quand ces deux-là soufflaient et qu'il y avait Donovan Mitchell. On a vu à contrario que dès que Gobert est pas sur le terrain, la défense prend complètement l'eau. Malgré tout ça, on a quand même un banc qui tient, puisque les remplaçants d'Utah, si on fait la somme de toutes leurs contributions
quand ils sont sur le terrain, eh bien, arrivent à maintenir Utah à la 14e place si on regarde le plus-minus, donc c'est le différentiel point marqué, point encaissé. Donc on a un banc qui arrive à tenir et qui arrive à maintenir Utah à flot, ce qui permet d'avoir une situation où on a Utah qui a le deuxième meilleur 5 de la NBA en plus-minus. On a le deuxième 5 de la NBA qui est complété par un banc qui arrive à se maintenir à flot. Et puis l'avance au score que le 5 majeur aura réussi à créer, eh bien, elle n'est pas perdue par le banc. Et vous avez une équipe comme ça qui crée un écart, le banc arrive à maintenir l'écart, le 5 majeur revient, on est agrandi encore un petit peu l'écart, etc. Pareil, c'est un petit peu l'inverse des Nets. Les Nets, vous voyez, ils ont effectivement eux aussi un 5 majeur qui cartonne. Par contre, on a un banc qui a énormément de mal à contribuer. Est-ce que le 5 majeur arrive à gagner? Le banc le perd. Et puis vous faites les montagnes russes. Avec Utah, c'est pas le cas. Et ça joue aussi dans la dynamique de cette équipe. Maintenant, petit bémol, parce qu'on a vu que dès que Gobert n'est pas sur le terrain, on a quand même une défense d'Utah qui est en souffrance. On se maintient à flot parce qu'avec Mitchell, avec Ingles, avec Clarkson, on arrive à avoir une profusion d'attaques. Mais s'il y a bien une petite faiblesse qu'on retiendra de la défense, c'est ça. C'est la défense du banc. Et ça peut être préjudiciable parce qu'en play-off, vous ne pouvez pas tout mettre entre les mains des titulaires. Vous avez besoin des joueurs de complément. Vous avez besoin d'un apport du banc. Et en attaque, et le banc d'Utah y arrive en attaque, il n'y a pas de problème, puisque on l'a vu quand Mitchell est sur le terrain et que Conley et Gobert soufflent, on est à 116, 117 points pour 100 possessions. Donc il n'y a pas de problème d'attaque. On a besoin d'un 5 mineur en attaque et en défense. On a besoin des deux. On a besoin de stoppers défensifs en sortie de banc qui fatiguent un petit peu les joueurs d'attaque adverses pendant que nos titulaires se reposent. On a pour l'instant qu'un seul côté de la médaille avec le banc d'Utah. Donc à surveiller également. Du coup, eh bien, le bilan, évidemment que le bilan il est plus que positif et que sur cette vingtaine de matchs en ce début de saison, on a une équipe d'Utah qui présente le visage d'un contender, parce que dès lors que vous êtes parmi les 5 meilleures équipes de la NBA en attaque et en défense, vous êtes un contender légitime, vous êtes un prétendant au titre légitime. Est-ce que ça veut dire que Utah va être champion? Certainement pas, mais on a un assemblage de critères qui peut permettre à cette équipe d'Utah, un petit peu à la surprise générale, dans une année 2021 qui est quand même très 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 compétitive, avec les Lakers, avec les Clippers, avec les Nuggets, avec le Jazz, avec les Bucks, avec les Sixers, avec les Nets. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui se disent c'est peut-être notre année, on peut peut-être aller au bout. Cette équipe d'Utah fait aussi légitimement partie de cette place de contender, avec deux sujets, la défense du banc, on vient d'en parler, avec la capacité à aller chercher des paniers à haut pourcentage en dessous, parce qu'il y a une grande partie de cette surefficacité de l'attaque qui est liée à la réussite à 3 points. On sait que la réussite à 3 points c'est aléatoire, et quand en play-off ça se joue déjà plus qu'au meilleur de 7 matchs, c'est qu'on peut plus se permettre d'avoir un ou deux soirs sans, il faut être dedans tous les soirs, et le risque c'est qu'en reposant trop sur le tir extérieur, pour peu qu'on tombe face à une défense très très affûtée, ou qu'on tombe dans une spirale un petit peu négative de l'adresse, on est une attaque qui dévisse, et qu'on n'ait pas de solution de repli. C'est là où je veux en venir, donc c'est les deux sujets. Utah, retrouver un petit peu d'adresse près du cercle, et qu'on soit plutôt dans le top 10 que dans le top 20, et la défense du banc, c'est les deux sujets. Si sur les 2 tiers de saison qui s'ouvrent à nous, on a une équipe d'Utah qui arrive à progresser dans ses compartiments sans trop dégrader les autres, oui, il faudra considérer Utah comme un contender légitime, et ça sera quoi qu'il arrive une équipe que personne ne souhaitera tomber en play-off, parce que c'est un casse-tête à défendre, et parce que c'est une équipe qui pourra vous poser bien des soucis avec des défenseurs de qualité sur le terrain. On suivra ça de très près évidemment. Bon match à tous.